Chers confrères, vous êtes un jeune académicien installé le 14 juin 2019 au fauteuil de Monique Kuntz par Madame la Présidente Simone Mazouric. Vous présenter aujourd'hui consiste simplement pour moi à reprendre ce qui a déjà été dit, et mieux que je ne pourrais le faire, par notre consoeur. Vous avez une formation de juriste et votre engagement politique vous a conduit à devenir attaché parlementaire. Vous avez également une forte implication dans des organismes caritatifs comme la Croix-Rouge ou Amnesty International. Vous faites également partie de la Ligue des droits de l'homme. Mais vous êtes surtout connu, et bien au-delà de la sphère nîmoise, pour être le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, et ce depuis 2013. Vous avez écrit abondamment sur ce sujet, notamment la laïcité pour les nuls, et vous avez collaboré à de nombreux ouvrages. Je les cite: La laïcité, des combats fondateurs des enjeux d'aujourd'hui, l'expression du fait religieux dans la sphère publique, et enfin les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités territoriales. Et je n'évoque que pour mémoire les rapports annuels de l'Observatoire depuis 2013. L'Observatoire de la laïcité est une commission directement rattachée auprès du Premier ministre qui a été créée par un décret en date du 25 mars 2007. L'article 2 de ce texte définit l'objet de cet organisme en disposant que l'Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics. Vous avez choisi de nous parler de la laïcité, ce n'est pas une surprise. Et vous avez intitulé votre communication « Laïcité, quelle définition, quels enjeux ?» L'actuel chef de l'État, peu après son élection, a manifesté l'intention de modifier la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Il a vite renoncé à ce projet. On ne touche pas aussi facilement à un monument de notre législation qui règle les rapports entre les églises et l'État. On ne trouve pas dans la loi de 1905 le mot laïcité, pas plus d'ailleurs que celui de laïque. Cependant, au début des articles 1 et 2 de ce texte, pose un principe fondamental de notre République, en ce qu'il édicte que la République assure la liberté de conscience, elle garantit la libre exercice des cultes. La République ne reconnaît ni salarie, ni subventionne aucun culte. Il faut attendre la Constitution de 1946, puis celle de 1958, pour voir proclamer sans ambiguïté que la France est une république laïque. Mais prenons garde à ne pas se méprendre sur la signification de cette notion de laïcité. Certains, aujourd'hui en son nom, pointent du doigt celles et ceux qui affichent dans l'espace public les marques de leur religion, non pour les respecter, mais pour les éloigner, les dénoncer, les rejeter. Nous assistons aujourd'hui malheureusement à un dévoiement de la notion de laïcité dont on se sert pour stigmatiser la religion musulmane. Les juridictions françaises et européennes ont eu à se prononcer sur la notion de laïcité et sur la loi de 1905. Que ce soit sur la légalité d'une crèche de Noël au sein d'un bâtiment public, du port du foulard islamique ou de la burkini, du financement des mosquées par les collectivités locales, de la construction d'un abattoir destiné à l'abattage rituel des ovins, mais aussi de l'achat par une commune d'un orgue ou encore du financement public d'un ascenseur dans une basilique, chaque fois, la juridiction administrative a tranché en donnant parfois une interprétation dite souple de la laïcité, je pense en particulier à la décision sur le foulard islamique, mais en mettant toujours l'accent sur trois principes qui constituent en quelque sorte les piliers de la laïcité, à savoir la neutralité de l'État et plus largement des autorités publiques, la liberté d'aller et venir, de se vêtir comme on l'entend, avec pour corollaire le contrôle strict de toute mesure de police qui restreint cette liberté. Et enfin, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Si pendant plus d'un siècle, la loi de 1905 et son application libérale par les tribunaux
ont contribué à un apaisement de la société en permettant à chacun, croyant et incroyant, de vivre dans un respect mutuel, il semblerait qu'aujourd'hui de vieux démons ressurgissent, visant à exclure du corps social les membres d'une religion au motif qu'elle heurterait notre conception du vivre ensemble. La République ne favorise ni ne reconnaît aucun culte, mais elle n'en combat ni n'en décourage aucun non plus. Ce n'est, me semble-t-il, qu'à cette condition que les tensions que nous connaissons aujourd'hui se dénoueront. En tout cas, la question de la laïcité est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Et vous nous aiderez, j'en suis certain, à mieux appréhender ce principe fondamental de la République et à écarter les idées fausses qui circulent autour de ce concept. C'est qu'avec un grand intérêt, compte tenu de votre regard d'expert en ce domaine, que nous vous écoutons. Merci Monsieur le Président pour ces mots très, très chaleureux. Donc Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers consoeurs, chers confrères. La laïcité, ce mot qui sent la poudre, écrivait le doyen Jean Rivero dans un article intitulé « La notion juridique de la laïcité » et publié en 1949. Le célèbre juriste alésien poursuivait en rappelant combien ce grand principe républicain éveille des résonances passionnelles contradictoires. Le seuil du droit franchi, écrivait-il, les disputes s'apaisent. Pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficultés majeures, même si des conceptions fort différentes ont pu être développées par des hommes politiques. Nous en sommes toujours là. Encore aujourd'hui, en 2021, la laïcité est régulièrement au cœur de débats particulièrement vifs, voire violents, en France. Cela tout d'abord parce qu'il n'y a pas et il n'y a jamais eu une seule conception intellectuelle de la laïcité. Chacun a tendance, en ce domaine, plus qu'en d'autres, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Il reste pourtant que le cadre laïque français, juridique et politique, au sens noble du terme, de l'organisation de la vie en société, cadre défini par nos textes fondateurs et par la loi du 9 décembre 1905 en particulier, ce cadre ne peut pas connaître une application à géométrie variable selon les époques, les circonstances et les convictions des uns et des autres. La laïcité garantit les mêmes droits et suppose les mêmes devoirs pour chacune et chacun d'entre nous. La question des régimes dérogatoires renvoie quant à elle à des survivances historiques sur lesquelles nous pourrons échanger. Si depuis sa conception même, des visions intellectuelles ou philosophiques divergentes de la laïcité s'affrontent, pour ce qui est de son application concrète et quotidienne, il s'agit de s'en tenir à la laïcité telle qu'issue de l'histoire de France, telle que définie par nos textes juridiques et telle que reprise par notre Constitution. De ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule laïcité qui, dès lors, n'a pas besoin d'être adjectivée. C'est notamment pour le rappeler et pour expliciter l'application concrète en droit de la laïcité que l'Observatoire de la laïcité avait été créé en 2007 à la demande du président de la République, Jacques Chirac, puis finalement installé en 2013 par le président de la République, François Hollande. Un observatoire dont la composition était pluraliste et qui, outre sa mission de rappel du droit et malgré un budget de fonctionnement extrêmement réduit, est à l'origine d'une multitude d'actions publiques dans une période où il apparaît absolument nécessaire de faire œuvre de pédagogie en se fondant sur la raison. L'Observatoire de la laïcité, organisme transpartisan et autonome dans ses travaux, bien que placé auprès du Premier ministre, a ainsi, durant son existence par exemple, aidé à la rédaction et à la diffusion en 2013 de la charte de la laïcité à l'école, voulue par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a participé à l'installation de référents laïcité dans de nombreuses administrations dès 2014, notamment dans l'éducation nationale, a obtenu l'instauration en 2015 de la Journée nationale de la laïcité, a largement participé à la mise en place de l'enseignement moral et civique à l'école, l'EMC, la même année, a obtenu certaines évolutions législatives comme l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle ou diverses évolutions importantes d'ordre réglementaire comme l'obligation de formation à la laïcité des aumôniers de tous les cultes à partir de 2017 et des imams détachés à partir de 2016. C'est également ce même observatoire de la laïcité qui est à l'origine de la circulaire du ministère de la Justice de février 2020 contre l'islamisme radical et pour la laïcité, visant à aider
et mobiliser les procureurs pour immédiatement sanctionner tout acte contraire à la laïcité et plus largement aux exigences minimales de la vie en société. Cet observatoire est aussi très vite devenu un véritable service public de la laïcité. Refusant d'ailleurs d'être hors sol, l'observatoire a pu assurer plus de 1300 déplacements de terrain dans tous les départements de l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer. Pour accompagner au mieux les praticiens de la laïcité, l'Observatoire a édité une multitude de guides et outils pédagogiques, a également permis la formation de plus de 350 000 acteurs de terrain et a répondu à toutes les sollicitations, demandes d'informations sur la laïcité qui étaient quotidiennes, émanant de citoyens, d'élus, d'associations, d'administrations, de collectivités locales, toujours dans un délai maximum de 48 heures. Cette action a ainsi permis de diminuer le contentieux de la laïcité, les demandeurs se fiant au rappel de l'Observatoire. Et pour cause, ces rappels n'ont jamais été remis en question par les plus hautes juridictions, tant nationales qu'européennes, qui régulièrement ont pu s'appuyer sur ces travaux. Si j'évoque aujourd'hui l'Observatoire de la laïcité, dont la mission s'est arrêtée après 8 années d'existence sur décision de l'actuel gouvernement, c'est justement parce qu'il est une illustration d'un débat public sur le sujet qui s'est malheureusement hystérisé, malgré nos mises en garde anciennes. Certains, de fait, très éloignés du terrain, reprochent ainsi à l'Observatoire, organisme public, d'être, je cite, trop juridique, comme si le droit était le frein aux velléités de ces quelques personnalités médiatiques et politiques contestataires. Le 27 mai 1904, Aristide Briand, en plein débat sur la future loi de séparation, déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale devant des parlementaires déchirés « Ayez du sang-froid, sachez résister aux surenchères, ne craignez pas d'être taxé de modéré. » Sa parole remporta finalement les suffrages. Dans mes fonctions de rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité de 2013 à 2021, tout en rappelant les sources philosophiques de la laïcité, j'assumais pleinement, quant à son application, cette ligne d'un juste équilibre, cette ligne objective et finalement fondée sur le droit. Cette approche, je crois, était aussi celle que des gardois ont fièrement défendue dans le passé, que ce soit le philosophe Raoul Allier, ou le haut fonctionnaire et sénateur Louis Méjean, ou encore le pasteur, parlementaire et grand maître du Grand Orient, tout cela à la fois, Frédéric Desmoulins. Rappelons donc quel est ce droit. Pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité française découle d'abord de 5 textes importants, parfois quelque peu oubliés. Les articles 1er, 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 sur l'égalité des droits, la liberté de chacun et celle d'autrui, et la liberté de manifester ses convictions, ce dernier article étant pour l'essentiel le résultat du combat du pasteur et révolutionnaire nîmois Jean-Paul Rabot Saint-Étienne. Ensuite, il faut évoquer les lois Ferry de 1880, essentiellement 1882, complétées par la loi Goblet de 1886 sur l'école publique laïque, et bien sûr la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Par la suite, différentes évolutions législatives ont pu être apportées sur des points d'ordre pratiques, et une fois de façon plus importante concernant certains usagers, avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics la manifestation ostensible par le port de tenue ou de signe de son appartenance religieuse. Enfin, une jurisprudence abondante, en particulier du Conseil d'État, considéré comme le véritable régulateur de la laïcité française, permet de préciser l'application concrète de notre principe de laïcité. Pourtant, du droit positif français, on retient dans le débat public de façon quasi exclusive la loi du 9 décembre 1905. Paradoxalement, si le mot laïcité n'apparaît pas dans cette loi, c'est néanmoins bien elle qui en synthétise le cadre général. Celui-ci repose sur 3 fondements essentiels. Premier fondement, la liberté absolue de conscience et la liberté de religion et de culte, de laquelle découle la liberté vis-à-vis de la religion et celle de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, mais toujours dans les limites du respect de l'ordre public. En France, l'on peut ainsi pratiquer et promouvoir une religion, mais l'on peut aussi la contester et la critiquer. Deuxième fondement, la séparation des institutions publiques et des organisations
religieuse, que la loi de 1905 désigne par le mot au pluriel et avec une majuscule « Église ». C'est de cette séparation que découle la stricte neutralité de l'État et donc de l'administration publique, mais pas celle des usagers, nous y reviendrons. Enfin, troisième fondement, l'égalité de toutes et tous devant la loi et l'administration publique, quelles que soient leurs convictions ou croyances, garantie par cette stricte neutralité, mais aussi parce que l'État laïque est dès lors indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun. C'est de cet ensemble de fondements que découle d'abord la garantie du respect de l'autre dans sa croyance ou ses convictions rappelées par notre Constitution. Je parle bien de respect et non de simple tolérance. C'est le même Rabot Saint-Étienne qui déclarait ainsi en 1789 « La tolérance. Je demande que ce mot soit proscrit, et il le sera, ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne, ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière que nous. L'erreur n'est point un crime. Celui qui la professe la prend pour la vérité. Elle est la vérité pour lui. Il est obligé de la professer et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. » Ce que résumait en 1905 le député protestant Francis de Pressensé par la formule « L'État s'arrête où commence la conscience ». C'est aussi de ce même ensemble de fondements que découle notre citoyenneté commune, qui se pose les mêmes droits et les mêmes devoirs pour toutes et tous. Et ce sont ces deux dynamiques qui contribuent à l'idéal républicain de fraternité. La laïcité n'est donc pas une valeur supplémentaire à ajouter au triptyque républicain comme on l'entend souvent à tort dans le débat public. Plus exactement, la laïcité est le principe juridico-politique qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. La laïcité française, que je viens de définir succinctement, ne correspond pas à un système d'organisation particulièrement commun ailleurs dans le monde. Cette réalité peut créer d'importantes incompréhensions à l'étranger, mais aussi jusque dans nos propres perceptions individuelles en France. Il reste qu'il n'y a pas pour autant d'exception française. Bien que la France soit sans doute le pays qui a le plus tôt et le plus loin théorisé, mais aussi juridicisé la laïcité, d'autres États se définissent comme laïcs, même si l'organisation de leurs relations avec les cultes peut parfois s'avérer être assez éloignée de celle de la France. Il ne s'agit donc pas toujours de la même laïcité. L'existence de ces différentes laïcités dans le monde peu connues peut alimenter, là encore, une certaine confusion. En Belgique, par exemple, a été instauré un système que l'on nomme la laïcité organisée, et dans lequel la laïcité belge est assimilable à une conviction qui regroupe tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion, à côté de ceux qui se réclament de telle ou telle croyance religieuse. Ce n'est pas le cas de la laïcité française qui, elle, n'est pas réductible à une simple conviction et constitue au contraire un cadre commun à toutes et tous. Que l'on soit athée, agnostique, indifférent ou croyant, nous sommes tous laïcs en ce sens où nous soutenons ce cadre commun qui nous garantit l'égalité et la liberté, néanmoins encadrée, d'exprimer nos convictions religieuses ou non religieuses. En Turquie, la laïcité, laïclique, voulue et imposée par Mustafa Kemal à partir de 1924 et qui trouve ses origines dans les réformes tanzimat de l'Empire ottoman au XIXe siècle, accordant l'égalité entre tous, quelle que soit leur religion, est elle aussi très différente de la nôtre. Car la laïcité turque suppose un strict contrôle du fonctionnement interne de la religion par l'État via la Diyanet. Cela n'est pas possible en France au nom du principe même de laïcité qui suppose dans notre système la séparation entre les cultes et l'État. C'est d'ailleurs cette séparation qui permet d'éviter la possible instrumentalisation politique de la religion telle que nous la constatons depuis plusieurs années dans la Turquie dirigée par le président conservateur et autoritaire Recep Tayyip Erdogan. Plus loin de nous, on peut évoquer l'Inde qui a inscrit le mot sécularisme dans un sens souhaité proche de notre laïcité dans sa constitution en 1976. Mais dans un souci de respecter les pratiques religieuses, une partie des lois civiles indiennes qui traitent de la famille, du mariage et de l'héritage peuvent y relever de la religion. De plus, si l'article 15 de la Constitution interdit les discriminations fondées sur les castes, celle-ci continue de jouer un rôle majeur dans la société contemporaine. Et enfin, l'actuel gouvernement nationaliste hindou revient peu à peu sur la laïcité indienne, notamment via l'ajout du critère religieux à l'obtention de la nationalité. Là encore,
Cette logique est impossible dans notre État français laïque et tout à fait opposée à notre conception de la citoyenneté commune. Au Sénégal, au Mali, en Guinée et au Brésil, pays à très large majorité musulmane pour les 3 premiers et chrétienne pour le 4e, leur constitution rappelle également que leur système est laïque, mais avec dans chacune de ces sociétés une religiosité très forte et de fait une reconnaissance très large des cultes dans les affaires publiques et dans la possibilité parfois de faire prévaloir certains droits distincts. Le Sénégal se rapproche néanmoins de notre système, du moins dans son droit, quand le Brésil s'en éloigne sous la pression du pouvoir ultraconservateur de Jair Bolsonaro. A l'inverse, d'autres États qui ne se définissent pas officiellement comme laïcs connaissent des régimes de séparation entre les organisations religieuses et l'État assez proches de la nôtre. En Europe, on peut évoquer le pays de Galles ou l'Écosse qui n'a plus d'église d'État depuis 1921, à la différence au sein du Royaume-Uni de l'Angleterre où l'église anglicane, celle de l'État, reste dirigée par la reine. Outre-Atlantique, on peut bien sûr évoquer les États-Unis où, paradoxalement, malgré une religiosité très forte et omniprésente dans la vie sociale et politique, l'État fédéral et les organisations religieuses sont strictement séparés depuis le premier amendement de 1791. Notant par exemple, contrairement à la situation française, l'administration américaine ne peut pas subventionner une école privée confessionnelle, même si les dernières nominations de juges par l'ancien président Donald Trump et une récente décision de la Cour suprême pourraient faire évoluer la situation à l'avenir. Historiquement, il faut cependant noter que la logique américaine qui a abouti à cette séparation entre l'État et les cultes a été différente de celle française. Il s'agissait pour les immigrés américains issus du vieux continent, parfois contraints à l'exil pour justement pouvoir pratiquer librement leur culte, en particulier le culte protestant, de refuser toute tutelle du nouvel État américain sur leurs pratiques religieuses. La liberté de religion était donc la raison principale à cette séparation. En France, il s'agissait d'abord de se libérer d'une emprise très forte de l'Église catholique sur l'ordre politique et sur la vie sociale, pour ensuite assurer les mêmes droits pour toutes et tous, catholiques ou non. C'est à la fois la séparation des pouvoirs et la liberté de conscience qui étaient au fondement de cette séparation. La différence fondamentale entre les États-Unis et la France, encore vérifiable à notre époque, est que dans l'un, la religiosité est très forte. On imagine mal, par exemple, un président américain élu qui ne soit pas croyant, quand dans l'autre, la sécularisation est considérable. Les exemples de cette forte religiosité américaine sont nombreux. On peut évoquer l'ajout en 1956 comme devise officielle de In God We Trust et de son inscription sur les billets de banque à une époque où le pouvoir américain voulait marquer son opposition à l'athéisme, symbole du communisme soviétique. On peut également penser aux prestations de serment sur la Bible par les présidents ou les témoins au procès américain, mais qui en réalité peuvent se faire sur n'importe quel texte choisi par le concerné et pas seulement donc sur un livre religieux. Pour les présidents, il ne s'agit le plus souvent que d'un mimétisme reproduit depuis la prestation de George Washington, mais en réalité, d'autres présidents américains ont pu prêter serment sur un texte qui n'était pas religieux. Revenons de ce côté-ci de l'Atlantique pour évoquer la Tunisie, qui est également un État dont le régime de séparation se rapproche du nôtre depuis sa constitution de 2014, qui fait suite à la révolution tunisienne largement impulsée par la jeunesse, et qui rappelle que l'État est à caractère civil. Néanmoins, des ambiguïtés demeurent. Ainsi, comme dans la version de 1959, l'article 1er rappelle que l'islam est la religion de la Tunisie, et l'article 6, qui reconnaît d'une part la liberté de croyance et de conscience, rappelle d'autre part, en même temps, que l'État s'engage à protéger le sacré. Se pose alors la portée juridique de cet article et l'éventualité d'un délit de blasphème reconnu par la Constitution. Quant aux pays à religion ou église d'État, comme encore aujourd'hui en Europe le Danemark, l'Angleterre ou la Grèce, ils constituent un modèle historiquement le plus répandu qui est actuellement en déshérence. La Suède, qui en relevait, l'a abandonné en 2000, ainsi que la Norvège et la Finlande dans les années qui ont suivi. La Grèce l'a quant à elle beaucoup assoupli sous la pression de l'Union européenne. Lorsqu'il persiste en Europe, ce système est de fait aménagé pour donner les mêmes droits aux citoyens relevant des autres cultes présents sur le territoire. Il n'y a donc aucune comparaison possible avec un pays à religion d'État
comme l'Arabie saoudite. En ce sens, dans ces pays européens, il y a donc dans la pratique et dans le droit une concordance avec notre principe de laïcité tel qu'on le conçoit en France, du moins avec certaines obligations qu'il comprend. Mais il reste que des organisations religieuses minoritaires non reconnues se retrouvent défavorisées et que des droits distincts peuvent même exceptionnellement être autorisés dans le cadre d'arbitrage, comme au Royaume-Uni, ce qui s'oppose alors frontalement à notre modèle français républicain. Quant au modèle qui a tendance à se généraliser depuis la deuxième moitié du XXe siècle en Europe et dans le monde, c'est celui dit collaboratif, qui se rapproche de notre ancien système dit concordataire et des articles organiques, d'ailleurs encore en partie en vigueur en Alsace-Moselle. Ce modèle collaboratif signifie que sont prévus des accords de collaboration et d'entente entre un État sans religion officielle et les principales communautés religieuses reconnues d'intérêt public ou traditionnel. Reste que dès lors, certaines communautés peuvent ne pas être reconnues, voire être discriminées. On constate aussi que parfois, c'est au nom de convictions religieuses d'une communauté reconnue que l'État va au moins dans les faits accepter une politique discriminatoire des membres de cette communauté à l'encontre de groupes de personnes. C'est le cas par exemple en Pologne à l'encontre des personnes LGBT de la part de certaines communautés se revendiquant catholiques. En Indonésie, ce sont les athées qui, bien que cela ne soit pas autorisé par la loi, restent le plus souvent discriminés dans les faits. Cela n'est pas lié à la religion majoritaire, mais d'abord aux mesures prises sous les régimes de Sukarno et Suharto. Sukarno avait ainsi imposé le Pancasila comme philosophie de l'État, puis Suharto avait classé l'irréligion comme ennemi d'État en pleine guerre froide face à l'athéisme soviétique. De façon plus globale, le système collaboratif est adopté par des pays très différents, notamment en ce qui concerne les religions qui y sont les plus pratiquées. On peut citer par exemple la Russie, le Canada, la Slovaquie, la Pologne, Singapour, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Autriche ou encore l'Indonésie, le pays comptant le plus de musulmans dans le monde. D'autant qu'au Mexique, pays où la majorité de la population est de confession chrétienne, et en Albanie, pays où la majorité de la population est de confession musulmane, le système laïque se rapproche très nettement de celui de la France. Il en est de même d'ailleurs de l'Uruguay, qui a instauré la séparation en 1917. Ces 4 pays, avec la France donc, ont d'ailleurs à travers l'histoire régulièrement échangé sur leur pratique et politique publique laïque. Ainsi, dans le cadre de la laïcisation française à la fin du XIXe siècle, le ministère des Affaires étrangères françaises demanda dès 1881 à l'ambassadeur du Mexique de lui communiquer les textes de loi mexicains portant sur la séparation afin de s'en inspirer. Et en 2015, l'Observatoire de la laïcité et l'Institut européen en sciences des religions, l'IUSR, sont intervenus en Albanie pour les assister dans la mise en place dans leurs écoles dans leurs écoles de l'enseignement de la laïcité et de l'enseignement laïque des faits religieux. S'agissant du Mexique, rappelons enfin que ce sont les lois de réforme de 1856 à 1863 qui très tôt ont établi la séparation des églises et de l'État, autorisé le mariage civil et assuré la liberté de culte. Même si en France la séparation définitive entre les églises et de l'État ne date que de 1905, c'est bien la Révolution française et ses premières mesures laïques qui, pour beaucoup des libéraux mexicains alors au pouvoir, a constitué un exemple à suivre. Ce rapide parcours des laïcités dans le monde nous permet de comprendre que chaque pays a sa singularité étroitement liée à son histoire. Je ne vais ici qu'évoquer rapidement l'histoire de la laïcité française, car certains d'entre vous sont en la matière bien plus érudits que moi. L'idée moderne de laïcité, mais le mot n'existait pas encore, est née il y a plus de 300 ans, au XVIIe siècle. Le philosophe protestant français Pierre Bayle, mais aussi le théologien américain Roger Williams furent parmi ses premiers penseurs. Viendront ensuite Baruch Spinoza et John Locke, puis durant le siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot et Condorcet notamment. Tous ont d'abord pensé la laïcité pour assurer la cohésion nationale, parce que les Français, mais aussi plus largement les Européens, se divisaient violemment selon leurs croyances ou convictions. Au XVIe siècle en France, le pouvoir royal lié à l'Église catholique s'opposait au développement du protestantisme.
ont alors commencé des guerres de religion entre catholiques et protestants, et ce par vagues successives jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Ces derniers, les protestants, n'avaient alors pas le droit de pratiquer leur religion ni d'exercer certains métiers, sous peine de prison, de galère ou de mort par exécution publique. Outre ces premières persécutions qui ont aussi conduit à de nombreux exils hors de France, s'en sont suivies ensuite de longues discriminations légalisées jusqu'au début du XXe siècle contre des Français qui n'étaient pas catholiques, qu'ils soient par exemple protestants, juifs, musulmans ou libres penseurs. Notons aussi que durant le court mandat du gouvernement d'Émile Combes, entre 1902 et 1905, ce furent des fonctionnaires de confession catholique qui purent être victimes de discrimination. Retenons que la laïcité française a d'abord été pensée de façon à mettre un terme à ces conflits, ces inégalités et ces discriminations pour assurer la liberté de conscience et garantir la liberté de culte, avec pour objectif de parvenir à la paix civile dans une société plurielle. Et cela supposait la séparation et l'instauration d'un État arbitre, neutre et impartial. Aujourd'hui encore, si l'on constate pourtant des difficultés à définir la laïcité française, c'est en raison d'une méconnaissance historique, en raison aussi de confusion entre interprétation subjective et définition juridique, mais également parce que la laïcité se pratique au quotidien, sur le terrain, en se confrontant sans cesse à des situations nouvelles. Aussi, pour comprendre comment s'applique et se vit le principe de laïcité, il s'agit d'en revenir au juste équilibre qu'il pose entre la garantie des libertés individuelles et le nécessaire respect du cadre collectif. Cet équilibre objectif et solide protège de toute interprétation idéologique qui, bien que parfois portée en son nom, contesterait le principe même de laïcité. Cet équilibre, il suppose, en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances, la distinction entre plusieurs espaces. Si la distinction des deux sphères, publique et privée, est intéressante, en ce sens où elle permet de distinguer ce qui relève de l'autorité de l'administration publique et ce qui relève de l'autonomie des individus, elle ne permet pas d'identifier l'ensemble des règles applicables en ce qui concerne l'expression de convictions ou de croyances, du fait qu'il existe juridiquement au moins deux espaces privés et deux espaces publics. J'en viens donc aux quatre espaces qu'il convient de distinguer pour assurer une bonne compréhension des règles qui découlent de notre système laïque français. Tout d'abord, l'espace personnel privé, c'est-à-dire le domicile privé ou le lieu de rencontre privé. Un espace où la liberté de manifester ses convictions est très large, un espace où l'on est totalement libre sous la seule réserve du respect de la loi commune, par exemple en évitant tout trouble du voisinage. Ensuite, l'espace public administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics et de tous les lieux hébergeant une mission de service public. Dans l'espace administratif public, les bâtiments, leurs façades et leurs murs, mais aussi les agents qui y travaillent, sont soumis à la neutralité. En revanche, ne sont pas soumis à la neutralité les usagers ou les personnes accueillies, tels que vous toutes et tous, qui voient la laïcité leur garantir la liberté d'afficher une conviction dans la limite où il n'y a aucune perturbation du service public. Il y a cependant le cas particulier des élèves des écoles et établissements scolaires publics qui, bien sûr, doit être précisé. Ces derniers, s'ils ne sont pas soumis à la neutralité, sont néanmoins des usagers soumis à un fort devoir de discrétion. En effet, le port de signes religieux ostensibles leur est interdit, parce qu'il s'agit, dans ces espaces scolaires publics, puisque cette loi ne s'applique pas dans les établissements privés qui sont libres de fixer leurs règles, dans ces espaces scolaires publics, il s'agit, durant la phase d'acquisition des bases du savoir que constituent le primaire et le secondaire, à un âge où l'on est mineur, où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, de préserver les enfants et les adolescents de pressions qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre ceux qui le porteraient et ceux qui ne le porteraient pas. Les élèves ne peuvent pas non plus faire de prosélytisme, et sur ce point, il est important de rappeler que le prosélytisme ne se caractérise absolument pas par le port de signes religieux, qui reste un acte personnel, mais uniquement par le comportement, par des actes d'individus, c'est-à-dire des écrits,
des paroles, des gestuels qui visent à faire adhérer autrui à ses propres convictions ou à les lui imposer. Troisième espace, désormais, celui de l'espace social privé, c'est-à-dire l'espace de travail comme l'entreprise ou l'association privée qui n'est pas investie d'une mission de service public. L'administration publique n'étant pas représentée, juridiquement, on ne parle pas ici de laïcité, mais de gestion des faits religieux. Dans cet espace social du travail, la liberté de manifester ses convictions est garantie, mais sous de nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi respect des intérêts économiques et de la bonne marche de l'entreprise ou de l'association. Dans cet espace social privé, la manifestation d'une appartenance religieuse est possible, mais elle peut être encadrée, voire même interdite dans certains cas, uniquement si cela est justifié objectivement. Enfin, quatrième et dernier espace, l'espace public partagé, c'est-à-dire l'espace commun à toutes et tous, tel que la rue, la place, les jardins publics, la voirie publique en général ou la plage par exemple. C'est l'espace public, mais à ne pas confondre avec l'espace administratif. Dans cet espace, il n'y a nulle police de la pensée, chacun est libre d'exprimer ses opinions, de les manifester par des signes extérieurs, dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public et ne les imposent pas à autrui, ce qui nous renvoie aux articles 10 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cet espace, les manifestations politiques, syndicales ou religieuses, il y a par exemple dans certaines régions davantage de processions aujourd'hui qu'hier, sont donc possibles, mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Une prière de rue, qu'elle soit musulmane, catholique ou autre, non déclarée suffisamment à l'avance, peut ainsi être interdite si elle empêche toute circulation par exemple. Nous venons de le voir, les règles découlant du principe de laïcité et concernant l'expression des convictions ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Sur ce dernier point, il faut en effet bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, ne représentent pas leur individualité, mais bien, tant vis-à-vis des usagers que des collègues, l'administration publique dans son ensemble, qui doit servir de la même façon tous les citoyens de la nation dans sa diversité convictionnelle et sans distinction. Ces personnes en charge d'un service public sont ainsi soumises à la neutralité dans leur comportement comme dans leur apparence. Neutralité que la jurisprudence a d'ailleurs toujours étendue à toutes les convictions, religieuses, politiques, philosophiques ou syndicales, à l'exception des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions bien sûr. Alors aujourd'hui, quel est le contexte général quant à l'application de notre laïcité française ? Avouons-le, durant les 35 à 40 dernières années, nous avons sans doute collectivement cru que la laïcité était une évidence pour toutes et tous, que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion ou contestation. En réalité, en abandonnant ce travail de pédagogie et d'explicitation de ce qu'est notre laïcité sur le terrain, nous avons laissé le champ libre à la fois aux contestations et aux instrumentalisations de ce principe. Aussi, se constate la montée d'une double inculture de la laïcité et inculture des faits religieux, ce qui renvoie d'ailleurs au nécessaire enseignement laïque de ces matières à l'école. Cette situation est aggravée par la crise que nous traversons, à la fois économique, sociale, écologique, désormais sanitaire, et également d'identité dans la mondialisation. Aujourd'hui, nous connaissons une polarisation de la société. Une partie de la population croissante s'éloigne du religieux. La sécularisation continue donc, quand une autre, au sein de divers courants religieux, réactive au contraire ses appartenances identitaires, y compris de façon visible et publique. Ce recours à la religion, et non ce retour à la religion, comme va le refus chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'en situation de fragilité, économique, sociale, psychologique, etc., soit en réaction parfois violente et contre la République à cette sécularisation, où la visibilité accrue de certaines religions crée de fortes tensions. Celles-ci sont plus particulièrement portées sur l'islam, pour différentes raisons. D'abord, du fait du contexte des attentats islamistes qui inquiètent légitimement et de la confusion douteuse qui est faite entre ce djihadisme radical et la pratique générale de l'islam. Ensuite, du fait des conflits au Proche-Orient et en Afrique, parfois importés en France. En raison également d'une insuffisante mixité sociale
qui conduit à de trop rares interactions socioculturelles et ainsi à des replis communautaires accompagnés de préjugés vis-à-vis de celles et ceux que l'on ne connaît plus. Puis en raison d'une concentration d'une partie de la population de confession musulmane dans des quartiers ségrégés et dans des catégories socio-professionnelles fragiles. En raison également de notre passé conflictuel avec d'anciennes colonies, encore très présentes dans l'inconscient collectif. Enfin, en raison d'une exacerbation religieuse revendiquée par certains groupes et que nous allons développer. Ce phénomène de polarisation est ancien, mais bien plus médiatisé aujourd'hui qu'hier. Il date de plus d'une trentaine d'années déjà. Souvenons-nous de l'affaire du voile à Creil en 1989, avec l'expulsion à l'époque dans un collège de 3 jeunes filles musulmanes parce qu'elles portaient un voile. Mais avec une accentuation au fil des ans, en particulier depuis les années 2000. C'est ici qu'il faut noter l'influence d'une ingérence idéologique et religieuse forte de pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite et le Qatar, depuis les années 1990 et sans qu'aucun obstacle n'y soit alors opposé, ni de la part des autorités, ni de la part du culte musulman en raison de sa structuration faible, liée en partie à la problématique de l'islam consulaire. Cette ingérence a pu diffuser des thèses rigoristes, wahhabites et plus largement salafistes, au départ totalement étrangères à l'islam pratiqué en France. Au-delà de certains courants du seul islam, on constate une expression plus visible de la religion chez certains croyants de toutes les religions, avec un retour à des pratiques plus traditionnelles et parfois plus conservatrices, en particulier au sein du judaïsme et du catholicisme. On pourrait également parler de certains mouvements évangéliques protestants, qui sont d'ailleurs ceux qui sont le plus en expansion aujourd'hui en France. De tout cela découle parfois une opposition entre ceux qui se sont éloignés de la religion, et ils sont de plus en plus nombreux, y compris au sein de l'islam, et ceux qui réaffirment une identité religieuse. Et il faut ajouter des tensions parfois entre ceux-là même qui réaffirment une identité religieuse selon le culte exercé. Il s'agit donc d'un retour à une pratique religieuse très étroitement liée à une autorité unique, une église, quelle qu'elle soit. À ce propos, Diderot écrivait déjà en 1746, dans son recueil des pensées philosophiques, « Les hommes ont banni la divinité d'entre eux, ils l'ont reléguée dans un sanctuaire, elle n'existe point au-delà. Insensés que vous êtes, détruisez ces enceintes qui rétrécissent vos idées, élargissez Dieu, voyez-le partout où il est, ou dites qu'il n'est point. » Ferdinand Buisson appelait cela « laïciser la religion, sans jamais la détruire ». Vaste débat qui concerne en premier lieu les croyants de toute obédience et dans lequel je ne saurais m'attarder. Notons simplement que ces crispations vis-à-vis de la visibilité religieuse et entre identités d'appartenance sont plus fortes dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, peut-être parce que la diversité, y compris religieuse au sein de même famille, la religiosité, voire parfois le syncrétisme, sont plus importants dans la plupart des collectivités ultramarines, qui néanmoins connaissent d'autres difficultés sociales importantes. Ces tensions palpables et identifiables ne sont cependant pas généralisables, ni aussi dramatiques que l'on exprime parfois dans certains médias, d'autant que les atteintes à la laïcité sont souvent confondues avec des atteintes bien plus larges aux exigences minimales de la vie en société, par exemple à l'égalité entre les femmes et les hommes. Reste qu'il est nécessaire de prévenir tout conflit en amont par un meilleur accompagnement et par la formation des encadrants et des praticiens de la laïcité. C'était une des premières tâches de l'Observatoire de la laïcité qui a justement été de lancer de multiples plans de formation qu'il a très tôt souhaité voir étendus à tous les fonctionnaires et aussi de trouver des solutions efficaces à chaque difficulté et de réaliser des outils pour l'ensemble des acteurs de terrain. Ces outils qu'il a réalisés rappellent le droit et quelle posture adopter selon la situation posée. Ils se font toujours sur un juste équilibre qui n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Un exemple évocateur est celui de la restauration scolaire, qui revient souvent au cœur de l'actualité. La problématique est d'ailleurs la même pour toute restauration collective. La meilleure des solutions dans une approche laïque est celle de l'offre de choix, à savoir l'offre de repas avec et sans viande, sans qu'il n'y ait bien entendu de nourriture confessionnelle. L'offre de choix permet à tous les élèves de manger ensemble, qu'ils soient croyants, musulmans, juifs ou hindouistes, qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons de santé ou de conviction,
qu'il soit végétarien ou encore qu'il n'ait tout simplement pas envie de manger de viande ce jour-là. Il s'agit ainsi de ne pas assigner les personnes à leur choix ou leurs convictions et donc de ne pas proposer de menus distincts selon des appartenances propres, mais d'offrir un choix de menus dont les raisons sont multiples. Cela sans jamais séparer les personnes selon ce qu'elles mangent et en préservant toujours le repas en commun sur les mêmes tables, quel que soit le plat choisi. Autre exemple, si un employeur ou un encadrant reçoit une demande d'absence, y répondre ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, une prière, un déplacement à un culte, etc., syndicale, politique ou simplement personnelle, comme aller chercher son enfant à la crèche par exemple. Il faut uniquement analyser si de façon objective, l'organisation du travail dans l'entreprise ou dans l'association rend l'absence éventuellement possible ou non. Nouvel exemple, si une auxiliaire de vie refuse d'apporter certains aliments comme du porc, à la personne dont elle a la charge du suivi, elle peut être sanctionnée car il s'agit d'une de ses obligations contractuelles qu'elle se doit de respecter. Désormais, il est opportun aussi que j'évoque rapidement les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le savez, il ne s'agit pas de la laïcité, bien que ces questions surgissent régulièrement dans l'actualité. Il y a cependant des connexions, notamment quand une appartenance religieuse, particulièrement de la part d'un agent public, est revendiquée. Quoi qu'il en soit, les réponses sont claires. Il n'est pas question d'autoriser, sous aucun prétexte, qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité. Le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou interprétation religieuse dans laquelle aucun employeur n'a à entrer. Si un employé, qu'il exerce une mission de service public ou non, refuse de se conformer à l'autorité de sa responsable hiérarchique parce que femme, il s'agit d'une insubordination passible d'une fonction. En résumé, sur toutes ces questions, y compris et peut-être surtout les plus sensibles, il faut savoir garder la tête froide, appliquer le droit avec fermeté et discernement. Rien que le droit, mais tout le droit. En revanche, et dans ce cadre il s'agit d'être vigilant et précis quant à la rédaction de l'actuel projet de loi visant à conforter le respect des principes de la République, en revanche, transformer le droit de la laïcité pour multiplier de nouveaux interdits, comme certains le défendent aujourd'hui, pourrait constituer une fausse bonne solution en brisant l'équilibre posé en 1905 dans un contexte pourtant extrêmement tendu. Tout simplement parce que cela aurait un effet contre-productif. De fait, alors que notre cadre juridique actuel, insuffisamment connu et appliqué, permet déjà de sanctionner toute pratique religieuse qui est imposée à autrui, tout ce qui perturbe une situation donnée ou tout ce qui trouble l'ordre public, eh bien, créer de nouveaux interdits ne pourrait dès lors qu'ouvrir la porte à la subjectivité et à de possibles discriminations. Cela pourrait alors alimenter un discours victimaire largement utilisé par les endoctrineurs et par voie de conséquence les provocations et les extrémismes, tant politiques que religieux. Dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement, même si cela peut et doit être l'occasion de débats intellectuels sereins avec toujours les premiers concernés. Dans un état de droit, on interdit tout ce qui trouble objectivement l'ordre public et tout ce qui est imposé à autrui contre son gré et en dehors du cadre légal. Enfin, dans la posture de chacun, je crois qu'il faut garder en tête que la laïcité doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement. Il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui, dans le passé, a été trop souvent délaissé. En parallèle, il faut promouvoir toutes les actions renforçant la cohésion nationale. La laïcité ne peut être incantatoire. Elle doit vivre et se traduire en actes pour assurer la liberté de toutes et tous et garantir l'égalité réelle entre toutes et tous. Jean Jaurès, un des principaux artisans de la loi du 9 décembre 1905, rappelait que la République est laïque et sociale, mais qu'elle ne restera laïque que si elle sait rester sociale. Aujourd'hui, trop nombreux sont les jeunes Français qui ne se sentent pas perçus comme citoyens français, en particulier ceux d'origine des Outre-mer, maghrébines, subsahariennes ou asiatiques. Si cela nécessite une lutte constante contre les discriminations, cela suppose aussi un rappel exigeant de la diversité des mémoires. Notre pays est encore présent sur 5 continents, il a été encore davantage par le passé. Son histoire est donc de fait empreinte de culture créole, africaine, asiatique et de bien d'autres. Trop peu de jeunes connaissent l'émir Abdelkader, Deo Vantry, Léopold Sédar Senghor ou Henri Sédan Barham par exemple.
Pourtant, ces personnalités, toutes d'origine et de confessions différentes, ont joué un rôle important dans notre histoire et ont été décorées par la France. La loi du 9 décembre 1905 a ancré la République française dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle ne fait plus de distinction entre ces citoyens, ne sépare aucune majorité de différentes minorités, notamment confessionnelles ou convictionnelles. Il n'y a que des Français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Dire cela, ce n'est pas nier notre histoire et les influences plus ou moins fortes qui l'ont traversée. C'est bien au contraire en tirer les leçons pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente, mais pour en faire une richesse et ainsi faire nation. Je vous remercie.